Le trafic routier est redevenu progressivement normal. Dans les vallées alpines, les risques d'avalanche restent maxima sur l'ensemble des massifs montagneux. La guerre civile en Algérie, dans ce journal, le reportage édifiant sur la vie quotidienne dans un pays où la population est prise en otage entre militaires et islamistes. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. Premier visiteur de marque, Jacques Chirac et Brigitte Bardot. Elle n'est pas au salon de l'agriculture, mais avec nous, et elle a bien raison. Anouk Aimé nous parlera en fin de journal du dernier film de Robert Altman, Prêt à porter. Madame, Monsieur, bonsoir. On peut sans doute parler de miracle. 12 personnes ont été retrouvées saines et sauves hier soir sous les décombres de 2 chalets ensevelis sous 8 mètres de neige à la suite d'une gigantesque avalanche. Cela dans le hameau de Pessé-Nancroix en Savoie. Caroline Audrin. Fini le cauchemar, fini l'angoisse. Jamais ils n'oublieront le sourire de leur sauveteur. Depuis le début de l'après-midi, 150 personnes ont sondé la neige. Équipés de longues tiges mécaniques, au coude à coude, ils ont fouillé une masse neigeuse de 8 mètres de profondeur. Dans ce mur de glace aussi dur que du béton, ils ont retrouvé 12 personnes, ensevelies dans 3 chalets différents. Les derniers ont pu être dégagés à 21 h après être restés plus de 8 heures prisonniers des débris de leur chalet. L'avalanche, elle a recouvert la maison, puis on entendait craquer, ça a tout cassé le toit. Puis les chambres à côté, on voyait, elles étaient complètement écrasées. Puis alors on a creusé un trou dans le plancher et puis on allait dans la cave en dessous pour atteindre sous une dalle. Ouais, quand même. L'avalanche s'est déclenchée en début d'après-midi à 3000 mètres d'altitude. Et pendant 2 km, elle a tout détruit sur son passage. Elle est arrivée, mate et sourde, dira un témoin. Elle a tout enseveli en quelques secondes. Et c'est grâce au témoignage d'un habitant de Pesé que les secours ont pu être dirigés vers les chalets habités. Au total, ce sont 8 maisons anciennes qui ont été englouties, des maisons de pierre couvertes de lauze. Certaines datées de 300 ans, bien à l'abri des couloirs d'avalanche traditionnels. Hier, une skieuse n'a hélas pas eu cette chance. Elle a été emportée par une coulée de neige au-dessus de Chamonix. Le risque d'avalanche est encore maxima sur l'ensemble des massifs alpins. Reportage Françoise Vallée, Alain Dubas. Pendant 3 jours, la neige est tombée sans discontinuer sur les Alpes du Nord. Depuis vendredi, le risque d'avalanche est maximum, doublé d'un message d'alerte sur l'ensemble des massifs. Cette alerte qui a bloqué les automobilistes le temps que la DDE sécurise les voies d'accès aux stations. Ce soir, l'alerte est tombée. Les conditions météorologiques ont tendance à s'améliorer, mais le risque d'avalanche est toujours là. Même si l'alerte est supprimée puisque les fortes chutes de neige vont stopper, il subsiste un risque fort d'avalanche pour la journée de demain, c'est-à-dire un risque 4 sur l'échelle européenne à 5 niveaux. Des départs naturels d'avalanche ont déjà été signalés en Savoie et Haute-Savoie. Dans toutes les stations, les services de sécurité sont à pied d'œuvre. Le ski hors piste est très dangereux. Mais pour les inconditionnels de Poudreuse, la situation devrait s'améliorer dans la semaine. Le trafic routier, encore chaotique en début de matinée, s'est amélioré lentement au fil des heures dans les massifs savoyards. Bon nombre de vacanciers ne sont pas prêts en tout cas d'oublier ce week-end. Reportage Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Au fil de l'après-midi, les inextricables bouchons qui ont asphyxié la vallée de la Tarentaise se sont peu à peu résorbés. Et en ce moment, ils sont encore quelques dizaines d'automobilistes à peiner pour atteindre les stations de Val Thorens et des Menuires. Le péage d'Albertville est redevenu fluide, lui qui pendant 2 jours a été transformé en un gigantesque parking avec des files ininterrompues de voitures agglutinées les unes aux autres. Nous attendions 33 000 véhicules dans ce samedi. Nous savions que c'était un des plus fréquentés de l'année, et d'ailleurs au plan national ça avait été indiqué. Et en matière de risque climatique, nous étions à valeur 5 sur l'échelle des risques, c'est-à-dire la situation avalancheuse la plus difficile. La nuit dernière, des milliers de naufragés de la route furent pris au piège. Dans toutes les communes, des salles de sport, des écoles furent réquisitionnées pour les héberger tant bien que mal. We have some crisps and the fromage, the pain and the vin. Oui. Bonnes vacances. Certains dormiront dans des trains, d'autres seront recueillis chez l'habitant. Je fais la vaisselle pour rendre service à cette dame puisque aimablement elle va me loger cette nuit. Les irréductibles du bitume, eux, préfèrent rester dans leur voiture, prêts à repartir à la moindre occasion. Là, je vais faire des biberons pour les enfants. Séquence émotion, là, et puis après, je vais me faire un café. Au petit matin, au compte-gouttes, les premiers automobilistes pouvaient enfin reprendre la route. Mais il faudra toute une journée pour évacuer une vallée de la Tarentaise totalement engorgée.
Demain, beaucoup seront sur les pistes en se disant que tout cela n'est qu'un mauvais souvenir sans importance. Neige en montagne et pluie en plaine. À nouveau, un certain nombre de rivières sont en crue, notamment dans le département de la Dordogne ou encore du côté de Cahors, partiellement inondées par une lente montée du Lot. Un certain nombre de bourgs de ce département du Lot ont été également touchés par ces inondations. De très nombreux départements avaient été touchés il y a un mois précisément par d'autres inondations, notamment dans l'ouest du pays. Quelle est la situation aujourd'hui des habitants touchés par ces crues dévastatrices? Pour le savoir, Valérie Astruc et Frédéric Bonnet ont enquêté dans 2 villages situés près d'Angers. Après 3 semaines de nettoyage, de rendez-vous avec les experts, la population locale se remet bien lentement. Les quelques 300 commerçants et artisans n'ont pas encore achevé l'inventaire des dégâts. Chez ce restaurateur, les travaux ont à peine commencé. Pas question pour le moment de se remettre à travailler. 27 février, ça fera un mois. On peut remettre un autre mois supplémentaire. Je pense qu'on a au moins 2 mois, 2 mois de cessation d'activité. 2 mois et demi de cessation d'activité, ça c'est sûr. Hors 2 mois de chiffre d'affaires, c'est 80 000 francs de moins dans la caisse. Mais ce n'est pas tout. Locaux insalubres, matériel inutilisable, la facture va grimper jusqu'à 400 000 francs. Or, les assurances disposent de 6 mois pour indemniser. L'État a donc consenti des avances de trésorerie pour faire la jonction et les banques proposent aux entreprises sinistrées des prêts à taux réduit. Quant aux 11 communes touchées par les inondations, le retour à la normale n'est qu'apparent, car à présent, il faut reconsidérer le plan d'occupation des sols. Mais il y aura certainement des zones qui vont être déclarées inondables, effectivement, oui. Il faudra être raisonnable et puis comprendre qu'on ne peut pas construire dans les zones où il y avait 1 mètre d'eau. L'urbanisation future de ces communes est donc remise en cause, avec pour conséquence un risque de dépeuplement. Personne n'aura envie de s'installer dans un village inondable. Les habitants eux-mêmes craignent une nouvelle crue et restent vigilants. On la suit là-haut, et puis maintenant on a peur quand même, il faut reconnaître. Hein. Avec les dégâts, on n'est plus très jeunes maintenant. Alors, vous savez, on ne voit plus la même espérance des jeunes. Vous savez, on déprime quand même un peu. On ne veut pas le montrer parce qu'on a un petit peu d'orgueil, mais ça choque quand même. Nouvelle crainte pour les habitants, le niveau de la Loire cette semaine est monté de 40 cm. 40 cm, c'est inoffensif pour la saison, mais c'est assez pour raviver de bien mauvais souvenirs. Brève rencontre Bardot-Puech, porte de Versailles ce matin. Le ministre de l'Agriculture a procédé à la traditionnelle inauguration du 32e salon de l'agriculture, mais il s'est fait quelque peu voler la vedette par Brigitte Bardot qui a fait une apparition éclair, le temps pour l'actrice de qualifier ce salon de festival de Cannes des animaux. Pendant que se déroulait ce dialogue de sourds, environ 200 défenseurs des animaux manifestaient en réclamant une nouvelle réglementation du transport des animaux vivants vers les abattoirs. Depuis ce matin, donc, la plus grande ferme au monde, pour reprendre le traditionnel cliché, est donc ouverte au public. Plus de 400 000 visiteurs sont attendus cette semaine. Visite guidée en compagnie de Yannick Letranchant et de Frédéric Delarue, partis à la découverte des saveurs de notre douce France. Nos grandes spécialités, ce sont le jambon, essentiellement, du jambon frotté aux herbes et à l'eau de vie. C'est du jambon séché, non pas fumé. Le bec à ofa, la choucroute. Vous avez également les tartes flambées. Jamon de Bayonne, saucisse sèche, chorizo, ventrèche. Un petit indice pour vous aider, ça c'est tahitien, il n'y a pas photo. France des régions, proches ou lointaines, France des terroirs, de tous les terroirs. On y danse, on y mange, on y boit, on y goûte. Dégustation, pas forcément modération. Ouais, je fais, ouais. Vous avez le meilleur pinard du Pays Basque, c'est comment ça s'appelle, le Mignabéry. Et en plus de ça, la meilleure de charcuterie de chez Oteza. Est-ce qu'il est bon ce fromage? Délicieux. C'est vrai? Magnifique. Et il y en a pour tous les goûts, grands et petits. Pour les bambins, c'est si doux, si mignon, si chaud. Et surtout, c'est pour de vrai. Les cochons, les petits cochons. Ah, t'as vu les petits cochons? Et les vaches et les moutons. Oh oui, c'est important, oui. On a besoin, hein, quand on vient des terres, de retrouver un peu ses origines. Dans le salon, tout est bon et tout finit forcément par des chansons. Voilà, le ministre de l'Agriculture, Jean Puech, sera demain l'invité de Gérard Leclerc dans les 4 vérités à 7h50. Parmi les premiers visiteurs de marque de ce salon de l'agriculture, un grand habitué, Jacques Chirac,
L'occasion pour le candidat de prendre un véritable bain de foule. Jacques Chirac a passé plus de 2 heures dans le bâtiment consacré à l'élevage. Vous voyez sur ces images, auparavant, il avait été l'invité de l'heure de vérité sur France 2. Jacques Chirac, qui s'est engagé à organiser un référendum sur l'éducation nationale, a répété que la lutte contre le chômage était à ses yeux une priorité absolue. Pour les chômeurs de longue durée, que propose actuellement le gouvernement? Une diminution de 330 francs sur le coût du travail d'un ouvrier au SMIC. 330 francs. Alors ça représente effectivement au total beaucoup d'argent, c'est un vrai transfert d'argent vers les entreprises, mais ça n'a naturellement aucun effet incitatif pour la création d'emplois, parce que celui qui ne peut pas payer 8 600 francs ne peut pas non plus payer 8 200 francs pour un emploi nouveau. Et donc ce sont des mesures qui, parce qu'elles sont homéopathiques et très nombreuses, coûtent au total très cher, ont fait un vrai transfert, c'est vrai, de moyens vers les entreprises et n'ont eu pratiquement aucun effet sur l'emploi. Il faut partir d'un principe simple. Aujourd'hui, il vaut mieux payer quelqu'un pour qu'il travaille plutôt que de le payer pour ne rien faire. C'est ce que nous faisons. Et je dis aussi qu'un chômeur coûte à la collectivité environ 120 000 francs par an, et donc toute mesure qui coûte moins de cette somme et qui permet de maintenir ou de créer un emploi est une mesure positive. Positive pour l'homme, positive pour la société qui entre petit à petit dans une situation de culture du non-travail qui est très préoccupante, et naturellement positive pour les finances publiques. Et c'est pourquoi je vous dis que nous avons des marges de manœuvre financières considérables, mais à condition d'avoir une autre approche du problème de l'emploi, une approche économique et non plus seulement une approche sociale. Voilà ce que je vous dis. Sa candidature à l'Élysée ayant été approuvée hier soir à une large majorité par ses amis de Radical, en l'absence, il faut dire, remarqué de Bernard Tapie, Jean-François Aury a commencé sa campagne bille en tête en réclamant la démission d'Édouard Balladur à cause de l'affaire des écoutes et en qualifiant d'archaïque la candidature de Lionel Jospin. Reportage Roland Sicard, Franck Brisset. Robert Fabre est arrivé à l'heure. Il faut dire que cela fait 15 ans qu'il avait quitté la politique, 15 ans c'est long, alors pour dire son soutien à Jean-François Aury, il ne voulait pas rater le rendez-vous. Seulement, Robert Fabre, malgré ses états de service, de vieille gloire du radicalisme, a dû attendre. Car Jean-François Aury, lui, s'est fait désirer. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Aujourd'hui, on l'a bien compris, le patron de Radical est devenu un autre homme. Les vedettes, c'est ainsi, mais c'est une vedette désormais, et il est normal qu'il se comporte de la sorte. Et puis, Jean-François Aury est arrivé. La très grande majorité du mouvement est derrière lui, il a donc pu exposer son programme tranquillement. Attaque contre Balladur, attaque contre Chirac. Le candidat Aury se veut le candidat de la gauche moderne, et si la gauche justement est divisée, ce n'est pas sa faute. Celui qui divise, c'est celui qui insulte ses partenaires potentiels. C'est celui qui veut maintenir à tout prix son hégémonie à gauche. C'est celui qui désigne son candidat sans aucune concertation préalable. Disons-le tout à fait clairement, les diviseurs, ce sont l'appareil du Parti socialiste et son candidat. En tout cas, Jean-François Aury, qui a donc obtenu le soutien de la plupart de ses amis radicaux, va maintenant devoir tenter de convaincre le grand absent de la journée, Bernard Tapie. Bernard Tapie qui n'a encore rien dit, Bernard Tapie qui n'a surtout rien promis. La crédibilité de la candidature radicale dépendra pour beaucoup de sa décision. Dès hier, le président du parti radical valoisien, André Rossineau, avait estimé que cette candidature Aury était un peu comme la grenouille qui se prend pour le bœuf. Lionel Jospin, lui, affiche sa sérénité tout en faisant remarquer le côté ambition personnelle de cette candidature. Pour le candidat socialiste, cette concurrence radicale va entraîner de nombreux électeurs à ressentir la nécessité de soutenir avec plus de force encore le mouvement que lui, Jospin, représente. Le candidat socialiste qui a reçu aujourd'hui le renfort public de Jean-Pierre Chevènement, qui a demandé à ses amis du mouvement des citoyens réunis en convention nationale près de Paris de confirmer un préjugé favorable qui pourrait se transformer en soutien dynamique lorsque l'on connaîtra le programme de Lionel Jospin, en principe le 7 mars. Invité tout à l'heure de l'émission 7 sur 7, Jean-Marie Le Pen est revenu sur l'assassinat d'un jeune Marseillais d'origine comorienne par des colleurs d'affiches du Front National. Pour le président de ce mouvement, il s'agit d'un accident grave et d'un drame de l'autodéfense. Ce genre d'événement arrive toujours 3 jours avant ou 4 jours avant que je ne sois appelé
à m'exprimer sur un grand média. Alors il y a des gens qui disent, après tout, il y a peut-être des... ça sera une provocation, alors on aurait été tiré sur un malheureux dans la rue pour gâcher votre... C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter a priori, et moi j'attends en tout cas que la justice fasse la clarté sur le sujet. Mais je constate, c'est peut-être un malheur qui est attaché à ma propre destinée, mais je suis sûr que les Français ne se laisseront pas abuser par ce qui est un accident malheureux que je déplore et que je pleure. Ce soir à 22h25 sur France 2, Claude Sérillon présentera depuis Alger son magazine Géopolis avec ce soir toute une série de reportages sur la guerre intérieure que vit ce pays depuis maintenant 3 ans. Cette année, le Ramadan a été particulièrement sanglant pour les Algériens. Il ne s'est pas passé une seule journée sans qu'un attentat ne soit à déplorer. Comment les Algériens vivent-ils au quotidien dans un pays où la population est prise en quelque sorte en otage entre les militaires et les islamistes? Reportage de Jirab Gribzek. Encore un peu de répit avant le couvre-feu. À partir de 23 h, plus personne n'aura le droit de sortir sous peine d'arrestation. Ici, l'armée intervient systématiquement. La place des 3 horloges, au cœur de Bab el-Oued, un des fiefs de l'ex-office. La dernière prière de la journée. Si le jour on craint les attentats islamistes, la nuit on redoute les militaires. Perquisitions, arrestations, disparitions, exécutions sommaires. Riyad El Feth, le forum des Halles d'Alger. Lieu de détente après le jeûne du Ramadan. La situation qui s'aggrave de plus en plus. Il n'y aura aucun espoir pour que ça se devienne comme avant. Pourtant, vous sortez le soir en plein Ramadan, vous n'avez pas peur? On sort le soir, on n'est pas peur loin de la maison. Hein. Juste ici. Il faudrait s'enfermer, il faudrait mourir. Si on restera comme ça, on ne pourra rien faire dans ce cas-là. Vous pensez à l'exil, vous pensez à partir d'Algérie? Sincèrement, oui. C'est décevant. Personnellement, je n'aime pas l'idée que j'ai de mon pays. Mais si on veut s'en sortir, je crois que c'est la seule solution. Les échoppes sont pleines en période de Ramadan et le trabendo, la contrebande de marchandises, permet à chacun de s'approvisionner, mais souvent à prix d'or. Nous l'appellerons Jamel, il est journaliste. J'ai peur. Voilà. J'ai des amis qui viennent m'appeler, je ne peux pas les rejoindre. Pour aller acheter un paquet de cigarettes, je ne peux pas le faire. Pour aller acheter des journaux, il a fallu que j'envoie un copain. Pour acheter du pain, il a fallu que je le commande. Ensuite, je vais envoyer un copain qui va aller me le chercher parce qu'il veut bien. J'en ai marre de commander. Ils arriveront peut-être à me tuer, Inch'Allah, ça ne se fera pas avec 3 ou 4 balles. Moi, je les aurais tués autant de fois que mon journal aura publié mes articles. Ce soir encore, Jamel dormira ici, dans son bureau. Pour lui, c'est une nouvelle journée de gagnée. Géopolis, 22h25 sur France 2 tout à l'heure. Poursuite de l'agitation sociale en Martinique où la grève des employés de banque dure maintenant depuis plus d'1 mois, ce qui paralyse bien sûr la vie économique de cette île. Sur fond de manifestations plus ou moins agitées, les Martiniquais essaient cependant d'oublier un moment leurs graves soucis, et cela pour se consacrer au carnaval qui commence en ce moment même là-bas. Reportage Pascal Golomer, Claude Barnier. Un dernier essayage pour rien, ou plutôt pour l'année prochaine. Depuis le mois d'août, Henri Bibas prépare les costumes pour son groupe, très attendu chaque année. Mais cette fois, ils ne sont qu'une 50aine à s'être inscrits pour 650 francs. Alors il a décidé de renoncer au carnaval. C'est la première fois. Voilà, et les costumes là, vous voyez, 240 costumes qui ont été apposés là. Ce sera mis en paquet, ou bien en set, bien enveloppé, l'année prochaine. Et pourquoi les Martiniquais ne sont pas venus à votre appel pour acheter ces costumes? Eh bien, les banques étant fermées, ils n'avaient pas le liquide, les sous en question pour pouvoir leur payer le costume. Sans eux, je ne fais pas de carnaval. La grève et les perturbations, le Plastic System Band voudrait bien ne plus y penser. Ce matin, les musiciens sont venus chercher costumes et accessoires, l'insouciance et de rigueur. On oublie tout ce qui se passe partout parce que c'est 3 jours de liesse totale, de foulement total. Je crois qu'on prend suffisamment de temps pour préparer ces 3 jours-là pour en profiter au maximum. Carnaval en demi-teinte prédisent pourtant certains. Les organisateurs veulent garder le moral. Il n'y aura pas de thème, les associations qui ont l'habitude de faire des thèmes très travaillés, très élaborés, qui demandent évidemment des sous, mais on verra par contre beaucoup plus de monde dans les rues, courant le vider après les orchestres de rue. Le vider, c'est la foule, déguisée ou non, qui danse et qui chante. On n'attend plus qu'elle.
Une foule qui fera la fête, et seulement la fête, c'est ce que tout le monde espère ici. Les effectifs de police ont été discrètement renforcés, l'accès au centre-ville sera limité et la vente d'alcool a même été interdite sur tout le parcours. Une interdiction qui sera sans doute difficile à faire respecter pendant les 4 jours du carnaval. Les loups sont de retour en France en raison notamment, selon les spécialistes, de la désertification de certaines campagnes. Certains de ces loups ont été signalés dans le parc du Mercantour. Reportage José Blanc-Lapierre, Frédéric Bonnet. Raquettes aux pieds, cela fait des heures qu'ils grimpent dans la poudreuse à la recherche d'indices. Quand soudain, sur le bord de la piste, ils trouvent toute fraîche la récompense de leurs efforts. Un peu plus loin, Thierry repère une autre trace. Cette fois c'est sûr, il est passé par ici. Il y a donc quatre doigts avant, on les voit peut-être mieux ici, et un coussinet central arrière. À force de quadriller la forêt du Mercantour, ces chercheurs ont pu vérifier qu'une meute s'était installée ici. Les loups seraient entre 8 et 10 et se seraient même reproduits. Mais en 2 ans, seul Thierry a eu la chance de les voir. Ça n'a rien à voir avec un chien, quoi. On peut confondre au niveau de la morphologie, du pelage et autres, mais l'attitude c'est quelque chose de vraiment particulier, quoi. Ça a un déplacement d'une souplesse. Ils sont beaux? Oui, ils sont beaux. Ces loups viennent d'Italie, où ils seraient plusieurs centaines, et leur migration ne devrait pas s'arrêter là. Ils pourraient remonter vers le nord des Alpes, franchir les écrins, gagner la Vanoise. D'ailleurs, les Suisses se préparent à les accueillir. Alors, dans le village en fond de vallée, on se prépare au retour des loups. On apprend aux enfants à se méfier de celui qu'ils aimeraient tant caresser. Donc, le renard, le chien... Je sais qu'ils ont peur des hommes. Je pense qu'on lui a fondé une méchante réputation. Les hommes disent que c'est méchant parce qu'ils chassent 2-3 moutons, mais en fait c'est gentil, quoi. C'est juste pour se nourrir. Justement, la voici la nourriture des loups. Et pour les éleveurs, ce n'est plus une vie. Chiens de garde, clôtures électriques, troupeaux qu'il faut rentrer la nuit. Pour les chasseurs aussi, ce n'est pas la joie. Avec les loups, les mouflons disparaissent à vue d'œil. Selon eux, c'est la chasse qui est menacée. Ce qu'il faut faire, c'est déjà débarrasser les loups. Première des choses. Et comment? Comment? Il y aura bien un système quand même, non? Il y a 100 ans de ça, ils ont débarrassé, maintenant on ne sera pas capable de les débarrasser. Monsieur le maire, lui, risque de mettre tout le monde d'accord avec son projet de musée et d'espace clôturé pour voir les loups. Ça marche déjà en Italie et la commune a fait fortune. Alors ici, dans la vallée oubliée, si le loup fait rêver, c'est aussi dans l'espoir de danser avec les sous. Le boxeur américain Gerald McClellan a été hospitalisé hier soir à Londres dans un état critique après avoir été mis KO par son adversaire britannique qui lui-même s'est évanoui après ce combat. Un drame qui relance l'éternel débat sur les dangers d'un sport qui justifie décidément mal son appellation de noble art. Commentaire François Brabant. À droite, Gerald McClellan d'États-Unis. À gauche, Nigel Benn, Grande-Bretagne. Pour les Anglais, le combat de la décennie. Pour l'Américain, le combat de trop. 10e round, McClellan vient déjà d'aller au tapis. Après un uppercut du droit, il y retourne. 8, 9, 10, KO. Nigel Benn pour l'instant exulte, plus tard il s'évanouira dans son vestiaire. McClellan lui n'atteindra même pas le vestiaire, revenu dans son coin il s'écroule, coma profond, l'équipe de réanimation l'évacue vers l'hôpital. McClellan a un caillot de sang dans le cerveau. Les chirurgiens opèrent pendant des heures, opération réussie. McClellan devrait survivre, mais certains pensent qu'on aurait dû arrêter le combat plus tôt. L'arbitre est un nul, il devrait juste arbitrer des combats de chiens, c'est tout. Horrifié, choqué, traumatisé, tout le monde l'a été dans la salle, tout le monde, ou presque. Je me sens bien, je suis très heureux de cette victoire. Vous vous sentez concerné par l'état de McClellan? Ouais, je viens de le voir. Pour McClellan, c'est très triste. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Il peut pas parler, il est juste allongé par là. Il aura sûrement des séquelles à cause de la forte pression qu'a subi le cerveau. Et sa carrière? Sa carrière de boxeur est terminée. Gerald McClellan, à 27 ans, entame son plus long et difficile combat. Nigel Benn, lui, reste champion du monde des super moyens. Football en D2, Guingamp a préservé sa place de leader et dans le duel des Dauphins, comme l'on dit, large victoire cet après-midi de Marseille sur le Red Star, 3-0. 3 buts signés Franck Vignola, Tony Cascarino sur pénalty, vous le verrez, voilà. Et ensuite Bruno Germain. Le Red Star était invaincu depuis 9 journées et ce faux pas marseillais l'a donc fait rétrograder à la 3e place. L'OM occupe donc seul la 2e place de la 2e division, derrière Guingamp.
Les Césars 95 ont consacré un très beau film, un peu confidentiel, hélas, d'André Téchiné, Les Roseaux Sauvages. César du meilleur acteur pour Gérard Lanvin, pour son rôle dans Le Fils préféré de Nicole Garcia. Et Isabelle Adjani a été consacrée une nouvelle fois meilleure actrice pour son rôle dans La Reine Margot de Patrice Chéreau. Avec nous ce soir, une autre grande star du 7e art, Anouk Aimée, bonsoir. L'une des héroïnes du dernier film de Robert Altman, Prêt-à-porter, qui sort mercredi sur nos écrans. Prêt-à-porter, un film cruel sur un monde cruel, est tourné à Paris en mars dernier dans les coulisses de la mode, à l'occasion précisément de la semaine du prêt-à-porter. Un film qui bénéficie d'une distribution tout à fait prestigieuse que nous détaille Nicole Cornu-Langlois. Every year in Paris, France, everyone who's anyone This is Cher. comes together for the biggest affair in the world of fashion. C'est en accompagnant sa femme à un défilé de mode de Sonia Rykiel que Robert Altman eut envie d'en savoir plus sur les rites, les ridicules et les brillances du monde de la couture. Pour lui, avant, je pense que la mode, c'était des vêtements. Peut-être sa femme le traînait dans une boutique pour acheter des vêtements, c'était ça la mode. Et à partir du moment où il s'est assis dans une salle et qu'il a vu un défilé, il l'a compris autrement. Il a vu le travail qu'il y avait derrière chaque pli, derrière chaque couleur, derrière chaque longueur. Et il a été fasciné. Alors, il voulut des stars internationales. Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Julia Roberts, Tim Robbins, Stephen Ray, Lauren Bacall, Anouk Aimée, Danny Aiello, Kim Basinger. Elle joue une journaliste de mode parce que Altman l'a voulu. Le sujet n'avait pas d'importance, c'est Altman qui comptait. Dès qu'il me l'a proposé, j'ai dit oui, sans même avoir lu le scénario. Et c'est probablement aussi l'idée de tourner avec Altman qui enchanta Anouk Aimée. Elle interprète une styliste en difficulté financière, trahie par son fils qui vend son nom aux Américains. Mais elle se vengera de façon insolite. Clint has a gift for you. Made in Texas by Texans. Oh, you put my logo on these boots? But who gave you the permission? Mais en réalité, Robert Altman, quelle était votre arrière-pensée? Je m'intéresse plus à la nudité qu'aux vêtements. La mode, ça sert vraiment à dissimuler la nudité. Voilà, Anouk Aimée, bonsoir. Bonsoir. Cette allusion à la nudité, il faut voir le film pour la comprendre et nous ne la précisons pas parce que sinon nous dévoilerions dans tous les sens du terme la fin de ce film. Est-ce que vous avez fait comme Kim Basinger, vous avez signé sans même lire le scénario pour le plaisir de tourner avec Altman? Oui, enfin, à peu près, oui. Dès le moment où Altman m'a proposé de jouer, le rôle m'était égal, l'important c'était de travailler avec lui. Parce que vous avez votre dernier film, sauf erreur, remonte à 89, c'est ça? Ah oui, je sais pas. C'est ce que dit votre filmographie. Elle n'est pas toujours juste, mais ça Oui. doit être ça peut-être. Le film a été assez mal reçu par une partie, disons, du petit monde de la mode, notamment aux États-Unis. Vous connaissez bien ce milieu de la mode. Est-ce que il a un peu la réputation d'être un milieu très superficiel? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oh, je suppose que dans tout milieu, il y a un côté superficiel, mais je trouve qu'ils ont eu tort. Je sais pas, il y a un malentendu. Je ne trouve pas que c'est un film sur la mode. Parce que connaissant Altman, qui est un homme très intelligent, s'il avait fait un film sur la mode, il nous aurait montré peut-être 3 mois avant les collections, 3 mois après ou 6 mois. Tandis que là, le film dure à peu près sur 8 jours. C'est au moment des collections. Donc c'est le show des collections. C'est juste ça vraiment le film. Et c'est aussi sur les médias. Donc évidemment, il y a certains journalistes qui n'ont pas beaucoup aimé en Amérique. Et il y a les critiques de mode qui ont critiqué le film, et je crois qu'ils devraient rester à faire des critiques de mode et non des critiques de film. Vous intéressez-vous personnellement beaucoup à la mode? Vous avez posé récemment pour Donna Karan, styliste new-yorkais. Est-ce que avant vous auriez aimé être mannequin plutôt que de faire une carrière dans le cinéma? Vous voulez dire avant? Oui, non. Qu'est-ce que ça dit? Non, d'accord. Non, j'étais méchante là avec vous. Non, je crois pas que j'aurais été... Non. Ça s'est pas passé comme ça puisque j'ai commencé à faire du cinéma très très tôt et qu'on m'a demandé de faire des photos. La première personne qui m'a demandé de faire des photos, c'est William Klein. Et ça m'a beaucoup amusée et je me suis amusée à être mannequin, mais tout en étant actrice. Ça m'a amusée, ça m'a beaucoup plu de faire des photos avec de grands photographes.
Ça me plaît, je joue le mannequin. On constate qu'en ce moment, il y a beaucoup de top modèles, comme on dit, qui sont plus stars que certaines actrices de cinéma. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage parce que l'actrice, elle, a un rôle de composition, il y a une vraie création, tandis que top modèle, c'est un peu passif, c'est simplement passer sur des planches avec les vêtements d'un autre. Non, mais je crois qu'elles sont stars dans leur milieu de mode et tout ça. Parce qu'elles sont belles, j'ai toujours vu les modèles d'ailleurs très belles, enfin depuis mon enfance, les mannequins ont toujours été de très belles femmes, mais c'est encore une chose, les médias ont créé ça, donc elles auraient tort de ne pas en profiter, mais je trouve que ça n'a rien à voir avec les actrices. D'abord, les actrices n'ont pas toujours besoin d'être belles. Bette Davis n'était pas une femme superbe et c'était une grande actrice. Ce sont deux choses différentes, je ne crois que ça n'empiètre pas du tout sur notre terrain. Ce sont de très belles femmes et c'est agréable de voir de belles femmes. Il y a eu toute une polémique sur l'affiche de ce film. Est-ce que vous la trouvez vous-même personnellement racoleuse ou est-ce que, selon vous, on assiste en France à une sorte de retour à l'ordre moral? C'est du puritanisme. Je trouve ça tellement ridicule quand on ouvre, mais quand on ouvre la télévision et quelquefois on voit des choses tellement incroyables, c'est ridicule cette histoire. Je crois que c'est le moment des élections. Les Français sont un peu troublés peut-être. En plus, quand on voit le film, on comprend le pourquoi de la fille, tout à fait. Elle n'est pas du tout gratuite. Ces trois corps de filles. Et quand on va à la plage, on voit toutes les femmes nues et des monstres parfois, non? Tandis que là, on voit trois belles filles nues. C'est vrai ou pas? Absolument. Moi, je trouve c'est très désagréable de voir certains monstres à la plage, toutes nues. Merci Anouk Aimé. Je rappelle qu'on va pouvoir bientôt vous retrouver sur les planches des théâtres, puisque vous êtes assez peu fréquente sur le grand écran. Oui. Vous prenez tourner avec Jean-Louis Trintignant, oui, je vais c'est reprendre Love Letters avec Jean-Louis Trintignant. Mais je voulais dire une chose, je ne dirais pas la dernière scène du film, mais qui est très touchante, parce qu'on parlait des modèles, justement, qui sont ces modèles, quand elles défilent avec la musique, et elles ont une façon de marcher avec tout le bruit. On dirait des guerrières, ces femmes. C'est vrai, on dirait des guerrières, des extraterrestres. Elles sont d'une beauté, d'une agressivité, elles vous regardent comme ça. Et elles sont intouchables. Et la scène de la fin du film, où elles n'ont plus le même costume, là, je les trouve extrêmement touchantes, féminines et bouleversantes. Merci. Prêt à porter, Robert Altman, qui sort mercredi sur nos écrans et que tout le monde pourra découvrir. Avant de vous souhaiter une très très bonne soirée à l'écoute de nos programmes, rapidement ces images qui nous viennent de la Cité des Doges, le carnaval de Venise qui bat son plein avant mardi prochain, Mardi Gras, point culminant de ces festivités. Et là encore, quelques jolis costumes. Changement d'ambiance dans quelques minutes sur France 2 avec le saut de la Légion sur Colvézi. À 22h20, donc, le Géopolis de Claude Sérion sur la guerre civile en Algérie. Vers minuit 15, le dernier journal présenté par Philippe Lefebvre. Bonne fête au Nestor. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. Un lundi plutôt plus calme mais froid. À 13h demain, vous retrouverez Daniel Bilalian et à 20h, Étienne Lénard. Excellente soirée, merci.